la distinction enfin, au début de l'ouvrage entre diaspora africaine et diaspora noire, en disant que l'une est plutôt neutre politiquement, si j'ai bien compris, car seulement géographique, et l'autre est plutôt chargée, et très chargée d'ailleurs, de 5 siècles de modernité. Oui. Est-ce que c'est une distinction qu'on retrouve dans le milieu enfin, intellectuel des Africana Studies, ou est-ce que c'est quelque chose, enfin, c'est quelque chose que vous abordez qui est un petit peu nouveau, que vous souhaiteriez Non, je pense que dans la tradition, comment dire, la tradition des études consacrées à la diaspora, quand on parle des populations d'origine africaine, il y a cette, oui, il y a ces débats autour de la terminologie. Est-ce que c'est une diaspora africaine? Est-ce que c'est une diaspora noire? Et en fait, c'est juste deux orientations sur le sujet. Alors, je ne sais pas si, enfin, vous avez raison de dire que dire diaspora africaine, pardon, c'est neutre politiquement. Je ne sais pas. Ça mène ça mène vers une autre question philosophique qui serait, de toute façon, qu'est-ce que c'est que l'Afrique? Qu'est-ce que c'est que l'Afrique intellectuellement? Donc l'Afrique, la neutralité ici serait la référence au continent africain, physique. Voilà. Mais on sait très bien que l'appellation et la compréhension, le traitement du continent africain n'a rien de neutre à travers l'histoire. Mais en tout cas, ça pourrait faire diaspora africaine, ça fait référence au continent africain et aussi ça englobe toutes les parties de l'Afrique, sans faire de distinction, même si c'est une distinction qui est fausse, on le sait bien, entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, en gros, l'Afrique n'est pas peuplée uniquement de populations noires. Et ça depuis des siècles. Et on sait aussi qu'il n'y a pas que des populations non noires. C'est-à-dire que s'il y a des populations non noires installées dans le nord du continent, il y a aussi depuis longtemps des populations noires qui sont installées dans le nord du continent. Donc il n'y a pas en fait la frontière naturelle que constituerait le Sahara n'est pas une frontière rigide et voilà, voilà. Donc c'est vrai que dire diaspora africaine, c'est un peu plus neutre si on accepte, si on envisage la neutralité d'un tel nom qu'est le nom Afrique. Après, la diaspora noire, c'est vraiment une focalisation, comme vous l'avez dit, sur l'ère moderne et sur la fabrication de cette identité noire qui est une identité à travers l'histoire qui est plutôt récente. C'est-à-dire que si l'identité africaine, elle est récente, l'identité noire, elle est encore plus récente. À travers l'histoire de l'humanité, désigner les personnes en tant que noires et blancs, c'est plutôt récent. Tout à l'heure, on parlait des Romains, on aurait pu parler des Grecs, on peut parler des Éthiopiens, des Nubiens, on peut parler, je ne sais pas moi, des gens qui étaient issus des empires en Chine. Que ce soit la nationalité, que ce soit la localisation géographique, que ce soit la religion, que ce soit le statut social et le statut économique, voilà, même le régime alimentaire, tout ça fait partie des façons dont on a désigné les communautés. Désigner les communautés sur la base de la race, ancrée dans le corps et qui dirait quelque chose de la situation, on va dire, socio-économique d'individus, de communautés, ça, c'est récent. Et donc, pour la diaspora, quand on parle de diaspora noire, on fait vraiment on commence l'histoire à partir de la traite négrière transatlantique, sachant que les personnes qui ont été comment dire, esclavisées, comme on dit, ont quitté ce continent africain, ne se définissant pas elles-mêmes comme noires. Elles se disaient Yoruba, elles se disaient Babileke, elles se disaient Djoula, elles se disaient Wolof. Elles ne se disaient ni africaines ni noires. C'est pas comme ça qu'elles ont quitté le continent. Voilà, donc c'est un peu les deux orientations dans les appellations, dans les débats autour de la théorie et de l'histoire de cette diaspora, sachant que quand il s'agit de personnes d'origine africaine proche ou lointaine, le terme diaspora dans les sciences sociales, il n'a été utilisé qu'à partir des années 60. C'est un terme récent, même dans le milieu universitaire. Avant, le concept de diaspora ne s'appliquait pas à ces populations. On avait l'archétype de la diaspora donc du peuple juif, Israël. On a aussi la diaspora arménienne et voilà. Et après, c'est vraiment dans les années 60 que des chercheurs ont dit que pour que les populations d'ascendance africaine, on pouvait utiliser le modèle de la diaspora. Et même ça a été décrié. C'est-à-dire que, et c'est ça qui laisse paraître que
comme si le terme diaspora était comme si c'était un terme précieux, c'était une couronne, c'était un club fermé. N'est pas diaspora qui veut. Et encore une fois, dans ce cercle-là, les personnes d'ascendance africaine n'étaient pas censées constituer une diaspora. Alors qu'il y a des règles très claires parmi les chercheurs qui ont travaillé sur la question sur ce que constitue une diaspora. C'est-à-dire un départ suite à une catastrophe, un désastre, une guerre, un conflit, un départ vers au moins deux destinations différentes, des liens maintenus entre les populations dispersées. C'est-à-dire que si on est parti d'un point A, il faut qu'il y ait au moins un point B et un point C. Et les populations dispersées dans le point B et dans le point C, elles doivent avoir conscience de l'existence d'une partie de cette communauté qui se trouve ailleurs. Et toutes ces communautés en diaspora doivent aussi garder le souvenir d'une terre perdue, d'un paradis perdu, d'une maison, d'un endroit d'origine qui est précieux et duquel on se lamente, qu'on a vraiment qu'on a perdu, et ça, c'est la nostalgie. Et ensuite, la diaspora n'est pas une migration, elle s'étend vraiment dans le temps. Et donc, à travers le temps, différentes vagues de migration pourront secouer cette diaspora, au point qu'au final, on ne sait plus quel est le lieu de départ et quel est le lieu d'arrivée. Ça bouge tout le temps. L'une des conditions aussi pour constituer une diaspora, c'est l'arrivée dans des endroits hostiles. C'est-à-dire les lieux de dispersion sont des sociétés qui excluent, qui n'accueillent pas voilà. Donc, sur la base de ces quelques points que je viens de mentionner, des chercheurs ont dit, pour les populations d'origine africaine, on peut aisément parler de diaspora, de situation de diaspora. Et même pour cela, il a fallu se battre. Et aujourd'hui, dans les années 2020, ça va, ça a commencé à être instauré. Mais dans les années 60, c'était révolutionnaire. Oui, bon, je ne sais pas si je devrais dire c'est incroyable ou c'est normal. C'est logique, en Voilà, tout c'est cas. logique. Voilà. C'est logique et on a Ouais, l'habitude. Et ouais, voilà, c'est toujours l'histoire malheureusement. de oui, M. Balkan qui n'a pas le droit de parler, n'a pas le droit de s'appeler diaspora. Enfin, bref, Voilà, de parler en son nom, en de son se nom. définir, de se comprendre, de se Ouais. regarder. Voilà. Oui, donc en fait le titre de votre ouvrage, hein, donc, le triangle et l'hexagone. Donc le triangle, c'est ce fameux triangle donc, entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Oui, C'est un triangle atlantique ou transatlantique. oui, Atlantique. tout à fait. Donc en fait, quand même, il faut rappeler quand même que cette diaspora africaine, pour une grande partie d'entre elles, elle a été vraiment arrachée dans des conditions absolument barbares à son continent. Hein. Donc on parle d'hommes, femmes et enfants qui ont été donc arrachés à leur lieu de vie, et puis même séparés, c'est-à-dire les familles ont été éclatées hein, entre Bien sûr. la mère et les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et puis voilà, il y a quand même un traumatisme qui est certainement lié à ça. Et pas au niveau académique, comment est-ce que c'est traité aujourd'hui? Alors, la question de la traite négrière transatlantique, c'est une question vraiment complexe, c'est une question ancienne, c'est une question, je ne sais pas moi, à laquelle on ne peut pas échapper, c'est-à-dire le déplacement violent et massif de populations africaines, tout d'abord vers la péninsule ibérique en Europe, ce qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, et notamment le Portugal dès le XVIe siècle. Et ensuite, on a décidé qu'il était plus facile de désorienter directement ces populations-là et de les emmener directement vers les Amériques. C'est-à-dire que les personnes qui avaient déjà été déplacées vers, comment dire, depuis le continent africain vers l'Europe pouvaient, au fil des années et des générations, parler les langues, comment dire, ibériques et voilà, fonctionner dans la société. Alors que là, en les déplaçant directement du continent africain vers les Amériques, il y avait un dépaysement total qui aidait on va dire, la soumission pardon, et la manipulation. C'est-à-dire que c'était dans un environnement complètement nouveau. Mais il ne faut pas oublier que ce déplacement des Africains, il commence déjà à l'intérieur des terres africaines. Les captifs, ceux qu'on kidnappait, étaient kidnappés à l'intérieur comment dire, des terres avec la complicité de populations locales qui les emmenaient
vers les côtes, et depuis les côtes, ils étaient acheminés, donc comme je l'ai dit, tout d'abord en Europe, mais en fait après plus massivement et plus longuement vers les Amériques. Donc les déracinements, ils sont nombreux. Avant de penser au déracinement continental, il faut vraiment penser le déracinement local, c'est-à-dire partir de son endroit pour arriver sur les côtes, pour arriver après sur un autre continent. Et donc, l'arrivée dans ce nouveau continent pour les Européens, qui étaient les Amériques, il y a ce moment crucial qui a vraiment créé un traumatisme transgénérationnel, qui est la traversée du milieu, enfin, le passage du milieu, la traversée transatlantique, où là, le transport de ces populations asservies était des plus horribles. Enfin, c'est-à-dire on a on a des sources, on a des preuves. La question de l'organisation de ces cargos humains a été pensée de manière, encore une fois, très technologique et industrielle. C'est-à-dire qu'on a pensé les morts qui auraient lieu en chemin, et donc le but était de placer le plus grand nombre d'esclaves dans chaque bateau négrier, de manière à maximiser les profits et à minimiser les coûts, puisqu'on savait très bien qu'il y allait avoir des pertes humaines à cause par exemple, des maladies, des pertes humaines à cause aussi de la résistance, c'est-à-dire des suicides, des rébellions, enfin voilà. Mais on le savait. Et donc, on trouve très facilement, les gens pourront regarder en ligne, des schémas, vous savez, les schémas des bateaux négriers, où on voit comment étaient alignés les esclaves de manière à maximiser l'utilisation de l'espace du bateau négrier. Oui, On peut en comme ce que mettre là faisaient les nazis. Comme ce que faisaient les nazis. voilà, c'est-à-dire encore une fois la question de la technologie. On peut en placer comme ça dans l'angle, on peut les mettre comme ça, on peut les mettre comme ça. C'est un peu si les gens prêtent attention, par exemple dans l'album Survival de Bob Marley and the Wailers, au-delà des drapeaux qui représentent les drapeaux africains, au-dessus, en fait, parfois les gens peinent à voir que c'est le schéma d'un bateau négrier, en fait, qui apparaît. Souvent, les gens se concentrent sur les drapeaux, alors qu'au-dessus, où il y a marqué en noir, où il y a marqué Survival, donc le fait d'avoir survécu, c'est vraiment d'avoir survécu à cette traite négrière. Donc ça, la question de la violence de la traversée atlantique et de ce passage du milieu qu'on appelle, ça, c'est un trauma collectif qui s'est disséminé à travers la diaspora et dont les populations ont gardé le souvenir. C'est-à-dire qu'il y a un trauma originel qui peut aussi avoir contribué, ça c'est l'argument de certains, à comment dire, à nourrir cette identité diasporique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, malgré les différences ethniques, malgré les différences, je ne sais pas moi, régionales, malgré les différences politiques ou linguistiques, toutes ces personnes qui ont survécu à cette horrible traversée sont devenues des Noirs et ont peut-être forgé les premiers, ont entamé les premiers pas de leur solidarité. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Une communauté a été créée dans cette dispersion catastrophique. Voilà, donc c'est des choses, je veux dire, chaque pays européen, d'ailleurs toutes les puissances européennes qui avaient des possessions dans les Amériques sont concernées par cette histoire. Et évidemment, toutes les populations d'origine africaine disséminées à travers les Amériques ont aussi, puisent certaines de leurs origines dans cette histoire. Même si au même moment, il y a toujours eu dans les Amériques des populations noires qui sont arrivées libres ou qui ont été libérées à un moment. La vaste majorité est une population descendante d'esclaves. Donc on parle vraiment de l'Espagne et le Portugal, les premiers, les pionniers. On parle de la France, de la Grande-Bretagne, on parle aussi du Danemark, on parle je sais pas, des Pays-Bas et plein de pays qu'on n'associe plus tellement avec cette histoire. Et dans les Amériques, on parle de toutes les Amériques, du Nord à l'Amérique centrale, à l'Amérique du Sud, à la Caraïbe. Donc des pays comme le Mexique, par exemple, sont des pays qui ont été impactés par cette traite transatlantique. Mais comme ça fait plus longtemps, vu que l'Espagne faisait partie des pionniers et ensuite a été dépassée par des nations telles que la Grande-Bretagne et la France, on oublie que au 16e, je crois, au 16e siècle, le Mexique était le pays qui a reçu le plus grand nombre d'esclaves. On oublie le Venezuela, on oublie le Pérou, on oublie Belize, on ne peut pas oublier le Brésil parce que le Brésil, à lui tout seul, a absorbé presque 50% de l'ensemble des Africains qui ont été déplacés dans le cadre de la traite négrière. Donc le Brésil, aujourd'hui encore, est le pays le plus africain en dehors, en termes de numérique, hein, bien sûr, en dehors du continent africain.
l'Argentine, enfin tous les pays, tous les pays ont été impactés. Ensuite, il y a eu les pays qui ont joué un rôle direct de transporteurs d'esclaves, mais ensuite, il y a aussi les pays ou les entités, je ne sais pas, commerciales qui ont participé à comment dire, à cette entreprise. C'est-à-dire, il faut penser aux armateurs, il faut penser aux banques, il faut penser aux assurances. Voilà, donc c'est tout un système. C'est pas seulement, oui, telle nation, parce que c'était pas généralement au nom d'un pays qu'on transportait des esclaves. C'était pas seulement national, c'était aussi des intérêts économiques et des intérêts économiques divers et variés, en fait. Donc c'est une histoire vraiment très longue, très complexe, avec, je veux dire, la suprématie de la ibérique, et puis après les Pays-Bas, des pays comme l'Allemagne et comment dire, l'Allemagne et l'Italie, c'est compliqué parce que jusqu'au 19e siècle, ce ne sont pas des pays qu'on désigne comme Allemagne et Italie. Enfin voilà, ça brouille les cartes un peu. Mais c'est une histoire très très importante. C'est une histoire qui a vraiment façonné l'ère moderne. Vraiment, comme on dit, les grandes découvertes, l'arrivée des Européens dans les Amériques, c'est ce moment-là. Vraiment, c'est ce moment-là. Oui, pour venir à quelque chose que vous avez mentionné, donc le fait que donc ces personnes, ces Africains qui étaient arrachés oui, à leur vie, en gros, qui passaient, qui transitaient par l'Europe, le fait de les avoir plus tard fait transiter directement vers les Amériques, est-ce que ce n'était pas aussi parce qu'il fallait entretenir ce mythe des droits humains et compagnie en Europe, c'est-à-dire pour cacher à la population européenne des pratiques absolument barbares, hein, Ça, c'est une bonne question. parce il me semble que c'est ce qui se faisait. Ben, si je prends un exemple historique concret, je sais qu'à l'époque coloniale, les Algériens, donc qui n'étaient pas des citoyens, ils n'avaient pas la citoyenneté en Algérie. C'est Mhm, un sujet, des sujets. mhm. Coloniaux, En fait, oui. quand ils partaient en métropole, ils avaient beaucoup plus de droits. Oui, Ça, en oui, traversant juste une frontière. oui, 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 oui. Je Oui, vois ce que vous... Et voilà. ça fait sens. Ça Oui. fait sens parce que même en France hexagonale, l'esclavage était interdit. L'esclavage n'était pratiqué que dans les possessions françaises situées en outre-mer. Mais une fois que les esclaves arrivaient en France hexagonale, ils pouvaient prétendre à la liberté. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de cas qui ont été traités par la justice française hexagonale d'esclaves qui étaient des domestiques et qui accompagnaient leurs maîtres et leurs maîtresses en voyage en France hexagonale. Et ces maîtres et maîtresses faisaient passer ces domestiques pour de simples domestiques et pas d'esclaves, et pas des esclaves. Seulement, ces esclaves-là, parfois, pouvaient, comment dire, se soustraire à comment dire, à l'emprise de leur maître et leur maîtresse et saisissaient comment dire, saisissaient les tribunaux qui les ont, enfin, qui ont reconnu leur liberté. Il y a ces cas-là. Il y a ces cas-là. Et ensuite, il y avait aussi, pour l'arrivée des esclaves, comment dire, en France hexagonale ou des Noirs en France hexagonale, à partir de la fin du XVIIIe siècle, en France, il y a quand même ce besoin de les répertorier et de les suivre. Et c'est là l'invention de la police des Noirs à la fin du XVIIIe siècle. Il y a des Noirs dans l'Hexagone. Bien sûr, l'esclavage est banni en terre hexagonale, mais il faut quand même qu'on sache qui sont ces Noirs, où ils sont, il faut qu'ils se fassent répertorier. Ça, dans le même temps où ces Noirs avaient aussi accès aux tribunaux et pouvaient faire reconnaître leur liberté. Donc c'est quand même ambigu, mais je pense que c'est vraiment important ce que vous venez de dire parce que ça crée dans l'esprit de certaines des puissances européennes une sorte de dichotomie géographique, une dichotomie entre ce qui se passe en terre européenne et ce qui se passe dans les colonies ou dans les territoires qui font encore partie de la République dans le cas de la France. C'est-à-dire que ce qui se passe en Algérie ou ce qui se passe en Guyane ou ce qui se passe à la Martinique ou en Polynésie, ça ne concerne pas tellement les Français de l'Hexagone. C'est quelque chose d'ailleurs. Et cette dichotomie géographique, elle marche aujourd'hui encore quand on regarde la dichotomie entre on va dire les centres urbains et les périphéries, c'est-à-dire les banlieues et les voilà, il y a quelque chose qui se passe ailleurs. Il y a une frontière et au-delà de cette frontière, c'est un autre monde. Et c'est un autre monde nécessairement plus violent, nécessairement plus policé, nécessairement, enfin, qui est en contradiction avec certaines des valeurs qui sont prônées dans le vrai monde ou le monde officiel et le monde, je ne sais pas, gentil,
enfin, qui participe de ce roman national, voilà, valorisant que chaque nation est capable de produire à propos d'elle-même, mais avec une sorte de parson, comme s'il y avait quelque chose derrière la porte, il y avait quelque chose à la cave ou quelque chose au grenier. Voilà, c'est ça, hein. Donc je pense que c'est vraiment important de cette division, en fait, cette division géographique. Il y a quelque chose de l'ordre de… C'est ça, le triangle et l'hexagone, c'est ça. C'est vraiment utiliser la figure connue de l'hexagone pour peut-être rappeler que l'histoire française se déploie en dehors de cet hexagone. Et regardons de plus près ce qui s'est joué et ce qui continue de se jouer en dehors de l'hexagone. La France n'est plus une puissance, en tout cas officiellement coloniale, mais elle a encore des territoires qui font partie de son ancien empire colonial. Donc voilà, la Polynésie, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, ça ce sont les officiels. Et ensuite, sans parler des liens que l'État-nation entretient avec ses anciennes colonies. Voilà, donc il y a une vie en dehors de l'hexagone. Donc c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du miroir? Oui, alors il me semble, alors, je ne suis pas du tout universitaire ou quoi, c'est ma petite théorie de l'observation, il me semble que c'est depuis ce passage donc, du système féodal à l'État-nation où les élites, enfin, suite aux rébellions des gueux, hein, des gueux européens en l'occurrence, se sont dit, écoutez, dorénavant, il faudra faire avec ces gueux-là. Hein, donc, il faudra leur donner des plus grosses miettes. Hein, et voilà, donc il faut faire avec. Et du coup, il faut entretenir un mythe. Hein, donc, ils ont créé voilà, les droits de l'homme, les droits humains et compagnie. Bon, d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé avec Olivier Lecourt-Maison, qui aborde ça aussi dans ses travaux. J'ai abordé ça dans un épisode il n'y a pas longtemps. Avec, et oui, donc voilà, donc enfin, on est revenu sur la Révolution française et tout. On a vu, par exemple, les femmes, elles ont eu le droit de vote qu'en 1945, quand même, 1945. Voilà, donc rien que ça montre quand même qu'il y a beaucoup d'illusions et d'hypocrisie et de mythologie. Voilà, et beaucoup de forces contradictoires. Moi, je pense que toutes les nations produisent leurs mythes, toutes. Mais sauf que c'est toutes, donc il n'y a aucune nation qui fait exception à cela. Et donc, regarder ces mythes fondateurs, c'est intéressant. Mais maintenant, quand les nations prennent leurs mythes pour des réalités, ça, c'est une autre question. Mais je pense que toute communauté a besoin et produit des mythes qui sont souvent une version améliorée d'elle-même ou peut-être ce vers quoi elles aspirent ou elles devraient tendre. Ça c'est normal et c'est commun. Les femmes ont attendu, même s'il y a eu la Révolution française. L'esclavage, par exemple, l'esclavage a été aboli par la Convention en 1794, mais a été rétabli par Napoléon. Donc la France s'illustre en tant que nation. Je pense que c'est la seule nation occidentale à avoir aboli 2 fois. Donc il y a une ambiguïté. Et cette ambiguïté montre qu'il y a eu des forces contradictoires. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Et il y a eu un combat, donc avant 1848, et puis avant 1815, qui était la date de l'abolition de la traite, c'est-à-dire l'importation d'esclaves africains vers les colonies françaises, ça date de 1815. Et ensuite 1848 pour la seconde abolition. Donc des débats, mais aussi, bien entendu, des pratiques, c'est-à-dire qu'on a tout un débat abolitionniste et un activisme abolitionniste en France hexagonale, en Europe et même dans cette ère atlantique. Mais il ne faut pas oublier non plus les révoltes d'esclaves eux-mêmes. Et donc l'un des coups de… Enfin, je veux dire, il y a eu des révoltes dans toutes les possessions françaises. Et quand Haïti, enfin Saint-Domingue à l'époque, en 1791, se lance dans une révolte d'esclaves, bon, c'est une révolte d'esclaves qui va faire date dans cette histoire de ce que Paul Guilroy a appelé l'Atlantique noir. C'est-à-dire que c'est la seule révolte d'esclaves qui a donné naissance à un État-nation, à une république. Et c'est une révolte d'esclaves qui, en plus, peut apparaître comme très logique, puisqu'à l'époque, Saint-Domingue, considéré comme la perle des Antilles par la France, et l'économie esclavagiste et la colonie française la plus prospère. C'est la plus riche. C'est la plus riche, notamment parce que c'est la plus violente. C'est celle où les esclaves ont une espérance de vie qui est amoindrie
parce qu'on les fait travailler à mort et qu'on importe constamment de nouveaux esclaves. Et ça, la France va le payer, parce que c'est cette violence qui finalement s'est retournée contre elle. Ce n'est pas illogique de voir que c'est cette perle des Antilles-là, ce territoire si exploité, qui est le territoire qui a vacillé et qui a craqué, qui a explosé à la face de la France, en jouant évidemment sur les rivalités avec toutes les autres puissances qui croyaient qu'elles allaient faire main basse sur Saint-Domingue. Voilà, donc c'est une histoire très très intéressante, oui, en termes oui, d'élaboration de mythes, parce que ce qui a aussi nourri la révolution haïtienne, ce sont les idéaux prônés en France hexagonale. Ça a nourri l'imaginaire. Enfin, les Haïtiens ont pris peut-être les mots à la lettre et Ah, ils ont donné corps. Ils ont ils donné ont, corps à ces idéaux. ils ont pris l'outil du dominant, hein, mais Ils ont pris, je pense qu'ils l'ont fait, enfin, d'après Olivier Lecault, en raison, que j'ai interviewé donc, il y a quelques épisodes, enfin, ils l'ont fait exprès, c'est-à-dire ils ont retourné ces fameux bien sûr. principes de la République contre elles Oui, pour dire, écoutez, pourquoi vous voulez appliquer ça dans un territoire limité, la France, alors exactement. la France, vous dites qu'on est aussi la France. Hein. Voilà, on vous Et met puis là, face ils à se vos sont débarrassés de contradictions. la France, ils se sont débarrassés de la France avec les outils de la France. Exactement. Il y a aussi une historienne, Sujaya Danvatari, qui est canadienne, qui avait, comment dire, qui a publié un article parlant d'une bataille qui a eu lieu donc pendant les années 1790 ou début des années 1800, non, ou peut-être au début de la révolte à Saint-Domingue, où elle parle d'un face-à-face entre les troupes rebelles et les troupes françaises. Et les deux parties se trouvent face à face, se retrouvent pardon, face à face à chanter les mêmes chants universitaires. Et là, il y a un moment de flou. C'est-à-dire que les soldats français se disent, mais contre qui nous battons-nous en fait, et déposent les armes, disent ce sont nos frères d'armes, ce sont nos frères révolutionnaires. Et donc là, il y a un trouble. Et donc, c'est une bataille qui a eu lieu où il y a eu un peu une déroute parce que les soldats français se sont dit, mais ce sont des soldats comme nous, ce sont des pauvres comme nous, ce sont voilà, des crèves-la-faim comme nous n'avons aucune raison de les tuer. Et il y a eu ce furtif moment de solidarité et de reconnaissance mutuelle de ces soldats aux ordres d'une force supérieure dont ils devaient, comment dire, défendre les intérêts qui n'avaient aucun sens à ce moment-là, surtout si loin de chez eux, dans la Caraïbe. Voilà, c'est un épisode connu de la Révolution haïtienne. D'accord. Enfin, je ne le connaissais pas, mais c'est extrêmement intéressant et ça rejoint un petit peu ma suspicion que, voilà, peut-être, hein, de faire passer enfin, d'éviter de faire passer les Africains devenus donc esclavagisés euh, par l'Europe, de les faire passer, de les faire transiter par l'Europe, c'est pour cacher justement le fait qu'en fait, c'est eux ou alors les gueux d'Europe, c'est la même chose. Hein, et donc, pour Oui, éviter exactement. justement, et ce qui permet de fabriquer un mythe. Alors, le mythe, c'est vrai, les mythes, les peuples généralement ont besoin de mythes. Alors, qu'on sait des mythes pour les faire converger vers des buts nobles et tout, oui, certes. Mais là, les mythes, c'était quand même au détriment Ah oui, bien de sûr. millions de Ah oui, personnes. C'est ça le ah oui. problème. Ben non, mais c'est ça le problème. Un mythe, c'est un mythe, mais ça dépend de la fonction que sert ce mythe et ça dépend vraiment de la distance quant à la réalité, quant à l'égalité, enfin voilà, les valeurs prônées doivent quand même être mises en acte et mises en œuvre. S'il y a un trop large fossé entre le mythe et la réalité, c'est là que le bas blesse, évidemment. Oui, donc vous avez parlé effectivement ce traumatisme terrible de ces populations arrachées à leur vie, hein, et puis projetées voilà, dans un système qui les a broyées, transférés en Europe, ensuite aux Amériques, voire directement Mhm, dans des conditions horribles, voilà, enfin, dignes de ce que faisaient les nazis. mhm. Personnellement, de toute façon, je dis entreprise coloniale ou nazisme, c'est la même chose. D'ailleurs, le nazisme est un petit peu mieux, peut-être. Ça va Mais, faire sauter les. non, mais ça, c'est l'argument de Césaire. Hein. C'est-à-dire que le nazisme, c'est juste l'expression de la barbarie occidentale la plus récente. Mais que la barbarie avait commencé bien auparavant, mais avait commencé en dehors de l'Europe. Voilà. Pour Césaire, c'est vraiment le nazisme, c'est l'apothéose de pratiques barbares qui ont été comment dire, organisées par l'Occident dans le monde entier depuis l'ère moderne. Donc voilà, pour Césaire, il y a vraiment une sorte de logique à cette apogée de la violence, mais qui n'est aucunement nouvelle. Et c'est pas, elle n'est pas plus extra. Enfin,
qui la distinguerait des autres ou ce qui la rendrait, donc cette expression nazie, je ne sais pas, extraordinaire, c'est qu'elle a touché les Européens eux-mêmes. Avant, elle avait tué d'autres peuples qui n'étaient pas européens, c'est tout. Mais en termes Exactement, oui. de violence, Oui, c'est voilà. pour ça que le nazisme, c'est pas bien. Par contre, la traite négrière transatlantique, bon, c'était une autre époque, hein, on ne sait pas C'est trop. pas grave. Ouais, Oui, bon, voilà. hein, faut relativiser. Bon, bref. Oui, Voilà. effectivement, Ouais, ouais. enfin, si on regarde les chiffres, enfin, je ne sais pas quel est le chiffre, mais je crois que c'est des dizaines de millions de personnes Ouais. qui ont péri à cause de la traite négrière. Donc, Mais oui, et puis il y a oui, l'extinction des autochtones des Amériques. Enfin, il y a voilà. plein de choses à Oui, prendre donc en compte. si on regarde d'un point de vue purement comptable, si je puis dire, hein, si Mm, on adopte l'approche purement comptable, enfin occidentale, en mm. fait, ce crime, il est bien au-delà de l'Holocauste, hein, qui a produit, bon, il dit 6 millions, a été, mais voilà, donc quand même, Oui, plus ces populations roms aussi qui ont été génocidées, oui, tout à certaines fait, de pas que les l'Europe de Juifs. l'Est. Mais en fait, ce que dit Césaire, c'est que cette violence-là, nazie, n'est que le, n'est que le prolongement, n'est que le prolongement, en fait. Au-delà de la comptabilité, c'est pas une question de comptabilité ou d'intensité seulement, c'est que c'est le boomerang, en fait, que l'Europe allait se recevoir cette violence en pleine face, puisque cette violence avait été exportée. Donc, c'est comme si c'était le serpent qui se mangeait la queue. Il ne suffit pas d'exporter la violence à travers le monde, partout. Cette violence, elle va réintégrer l'Europe. Et l'Europe elle-même va souffrir. C'est un peu l'argument, enfin, moi je le mets en parallèle avec l'argument de Fanon, par exemple, quand il est en Algérie voilà, qu'il exerce comment dire, en tant que psychiatre, et que la guerre, que le conflit franco-algérien a déjà commencé et que les tortures ont déjà lieu. Il reçoit, ça c'est dans les annexes des damnés de la terre, et il parle de cas cliniques qu'il a et décrit, par exemple, l'exemple d'un officier français qui vient le voir et qui est complètement étonné, qui dit: mais docteur, je ne comprends pas, je fume plus que d'habitude, je m'énerve très facilement à la maison, je bats ma femme, je bats mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que si vous torturez des Algériens de 9h à 17h, cette violence-là ne va pas s'arrêter à 17h pile, et vous n'allez pas pouvoir vivre une vie confortable et paisible à la maison. Non, la violence va tout polluer. Elle va tout polluer. Donc voilà, c'est un peu le parallèle que je peux établir. C'est-à-dire que Ah ce qui se oui, passe au XXe siècle avec l'Holocauste, ben, c'est parce qu'il s'était passé d'autres choses. oui, oui. D'ailleurs, les nazis eux-mêmes, il y avait un officiel nazi, il faut que je retrouve son nom, parce qu'on parlait avec Olivier Lecoq aussi. En fait, un officiel nazi, lorsque les puissances européennes critiquaient donc le nazisme en Allemagne, ce qu'il a dit, le type, il a dit: écoutez, nous, on fait la même chose que vous, sauf qu'on l'a fait mieux. Dans la prochaine partie, Le mouvement black féministe, il était, il est antiraciste, anticapitaliste, antisexiste, anti-hétéronormatif. Enfin, c'est le plus complet. C'est le plus complet. Puisqu'elles ont été capables de dire dès les années 70, si nous sommes libres, le monde entier sera libre.